psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire. Est-ce que vous sentez comme ces deux termes ne produisent pas du tout le même effet chez nous? C'est un psychanalysant qui a attiré mon attention sur ce point. Il dit: chez moi, c'est cyclique. Par moments, je ne vais pas douter. Par d'autres, c'est le chantier. Tout est détruit. J'ai longtemps associé ça à la bipolarité. C'est drôle. C'est tellement plus accrocheur que de dire qu'on est maniaco-dépressif. Bipolaire, déjà, il y a la notion d'opposé. Ça m'évoque les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. On voyage. Pôle destruction, pôle construction. Que nous apprend ce patient? Il résume la définition actuelle du trouble bipolaire, un point de vue réduit aux symptômes qui, privés de leur articulation à une structure, peuvent se retrouver chez tout à chacun. Il souligne également à quel point l'inconsistance de la nosologie laisse le champ libre à l'imaginaire, d'où son effet de mode prodigieux dans les médias et jusque dans les institutions. Qu'est-ce que la psychose maniaco-dépressive? Je vous propose de prendre pour guide Armand, qui est venu un jour d'avril et a continué à me rencontrer quelques mois durant. Lors de notre premier rendez-vous, il est âgé d'une soixantaine d'années. Son visage forme un masque aux traits affaissés. Ses mouvements sont lents et comme comptés. Armand s'exprime avec un accent de plainte douloureuse, comme si chaque mot prononcé lui était pénible. Il m'explique qu'il est très anxieux de notre rencontre, qu'il fait un effort très important pour venir, qu'il a peur. Lorsque je l'invite à parler cette peur, il devient livide et paraît soudain très fatigué. Il demande un verre d'eau. Armand m'annonce d'emblée qu'il est maniaco-dépressif depuis l'âge de 25 ans. Ces périodes de manie et ces périodes dépressives lui ont valu plusieurs séjours prolongés en hôpital psychiatrique. Il vient aujourd'hui car il souffre de plusieurs symptômes. La dépression, comme il l'appelle, dont il ne parvient pas à se sortir, des angoisses qui entravent sa vie personnelle et sociale, sa consommation excessive, très excessive, d'alcool. Enfin, parce qu'il veut prendre moins de médicaments. L'inhibition domine la sphère psychique. Armand a des difficultés à penser, tout effort lui coûte. Il n'a envie de rien, sauf de dormir, car à ce moment-là, il, comme il dit, ne pense plus à rien. L'alcool, ingéré en quantité massive, lui sert d'anti-anxiolytique, ce sont des citations, et de somnifère. La douleur morale se manifeste par un sentiment d'indignité. Je ne sers à rien, je suis une merde. Une incapacité à se projeter dans l'avenir, je n'ai pas de projet. Son discours invoque une totale impuissance. Je n'arrive pas à surmonter, à aller au-dessus de ma dépression. Il me manque l'énergie pour renverser tout ça. La dépression m'isole du monde parce que je me replie sur moi-même. C'est épouvantable de vivre comme ça. Je ne vois pas de choses positives dans ma vie. Je suis une merde. Je suis une loque. Je ne suis capable de rien. C'est insupportable une telle souffrance. Aucun événement survenu dans sa vie ne vient expliquer une telle situation de détresse. Son rapport au temps rappelle de manière frappante les symptômes obsessionnels. Le présent est très maîtrisé, puisque chaque heure de la journée est découpée selon une activité rituelle. Par ailleurs, le temps à venir ne peut être saisi dans sa virtualité, car aucune action n'est envisageable dans un futur proche ou lointain. Soit le temps est à tuer, dans le quotidien monotone et aride de ce patient, ou bien il est mort dans l'œuf. Les événements qui viennent troubler cette immobilité, comme participer à un mariage, réaliser une démarche administrative, sont vécus dans l'attente anxieuse d'un malheur imminent. Donc, le titre de mon intervention est Révolution climatérique. Climatérique, c'est un mot que j'avais quand même attrapé chez Jacques Lacan et qui m'avait un petit peu suffisamment étonné pour que j'aille faire une recherche.
sémantique. Et donc ce titre, il est conçu dans mon intention plutôt comme réponse à la question donc posée par ce colloque de cette journée. Psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire. Je choisis, pour évoquer cette vie battue aux 80, le terme de psychose maniaco-dépressive. Voilà. Et je dis, j'ai trouvé que comme le français est une belle langue, et comme on peut la rendre bien vilaine, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, voyez comme révolution, sied à la perfection à notre sujet de ce jour, soit donc la psychose maniaco-dépressive. Alors bien sûr, le moment où j'ai écrit ces mots n'est pas celui où je vous le lis, mais j'avais pris déjà le pari, un petit peu, bon, un peu rapide peut-être, mais que mes prédécesseurs à cette estrade, à cette tribune, auront travaillé à bouter hors de nos esprits toute idée d'équivalence, d'égalité, de parité, d'analogie, de ressemblance même vague entre donc psychose maniaco-dépressive et trouble bipolaire. Et j'écris même, et si par extraordinaire tel n'était pas le cas, je relève donc ce pari à moi toute seule, et vous en propose une démonstration donc d'un point de vue déjà, avec l'aide déjà simplement du dictionnaire. Donc le français, la belle langue, qui nous offre sur un plateau ce mot, révolution, qui, à mon sens, va comme un gant à la psychose maniaco-dépressive et comme un tablier à une vache au trouble bipolaire. Voici, selon moi, pour quelle raison. En première acception, dans le dictionnaire, le premier que je consulte d'une façon assez habituelle et confiante, c'est le dictionnaire qui est sur l'Internet, qui est celui du Trésor de la langue française informatisée. Donc cette première acception rend compte d'un mouvement en courbe fermé autour d'un axe ou d'un point, réel ou fictif, dont le point de retour coïncide avec le point de départ. Donc, une idée de course en courbe autour d'un quelque chose, réel ou imaginaire, qui s'achève là où elle a commencé. Cette définition ne peut, de toute évidence, pas s'appliquer au concept de bipolarité qui lui renvoie à un bien figé qui possède deux pôles ou un trait statique relatif à deux pôles. Qui plus est, ces deux pôles bien identifiés, le nord et le sud. Parce que, en seconde acception, révolution évoque un changement brusque et profond. Ce qui ouvre, je pense que vous serez d'accord avec moi, sur bien plus insondable qu'une distance nord-sud, qu'une limite nord-sud, quel que soit l'espace qu'on puisse y intercaler. Venons-en donc maintenant à climatérique, qui vient du grec, alors climatérikos, dérivé du même de climactère, signifiant échelon, degré, et aussi échelon d'une échelle, qui vient aussi du latin, climatérikos, voulant dire qui va par échelon. Donc on trouve quelque chose d'une certaine graduation, élévation, ascension aussi. Et climatérique a ceci d'assez amusant qu'il est employé au sens d'étape critique de la vie humaine, en particulier la puberté, mais surtout la ménopause, l'andropause, qui sont donc des âges dits climatériques, critiques en quelque sorte. Il est même une formule mathématique permettant de calculer ces âges. Et ça c'est très ancien, très 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 ancien. Et donc ce sont les années multiples de 7 ou 9 qui sont critiques, notamment la 63e année de vie, appelée la grande climatérique. Une autre grande climatérique, et là je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette citation que j'avais relevée dans ce dictionnaire, 81 ou 9 multiplié par lui-même est le nombre de la grande climatérique. Tout homme qui aime l'ordre doit mourir à cet âge, et Denis Déraclès donna en cela un grand exemple au monde. Donc c'est une citation de Sénancourt, alors c'est juste son nom dans son ouvrage qui lui a donné une certaine renommée, Obermann. Je voudrais juste raconter une petite anecdote pour commencer. Une patiente reçue pour la première fois il y a quelques jours
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour nourrir la question de la psychose maniaco-dépressive ou du trouble bipolaire, mais qui, à la fin du premier entretien, me demande qu'est-ce que j'ai, est-ce que c'est bien un trouble bipolaire? Et donc je lui demande, mais qui vous a parlé de ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré un collègue, un médecin, un psychiatre? Et sa réponse est non, non, pas du tout, je suis allé sur Internet et j'ai rentré comme ça des mots-clés, je suis tombé sur la description des troubles bipolaires, c'est tout à fait moi. Voilà, ça me correspond parfaitement, c'est exactement moi, je me suis reconnu dans ce qui était écrit, etc. Je me suis bien gardé de lui dire que tous les étudiants en psychologie se sont reconnus à un moment ou à un autre dans tous les tableaux psychopathologiques qu'ils ont pu lire dans les manuels de psychiatrie. Mais c'est pour dire comment les choses comme ça circulent dans notre modernité et comment, ce qui nous amènera peut-être à un moment ou à un autre à questionner la question du sujet supposé savoir, par exemple, et de savoir comment les patients qui arrivent à nos consultations, qui arrivent en CMP ou qui viennent appeler au secours ou demander de l'aide, avec quel bagage ils viennent déjà et quelle représentation sur leur souffrance. Moi, ce qui m'a intéressé dans la question posée par mes amis et collègues du RPH sur la psychose maniaco-dépressive ou le trouble bipolaire, c'était effectivement où se trouve la psychose. Comme d'habitude, l'approche historique qui était évoquée ce matin par un certain nombre d'intervenants, pour ma part, je la trouve toujours passionnante de voir comment des hommes essaient de se représenter la souffrance psychique des uns et des autres, de la comprendre, de la classifier, de voir ce qu'ils peuvent faire avec. Je pense qu'effectivement, on est assez, en tout cas pour ma part, admiratif de ce qui a pu se passer à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle avec les premiers psychiatres et tous les efforts qu'ils ont faits. On a bien vu ce matin les différentes dénominations, les efforts pour trouver éventuellement le mot juste, le passage de l'école française à l'école allemande, etc. Et on se rend compte que la psychanalyse émerge dans ce bouillon-là. Il était question, je crois, de 1907 ou 1909 pour la 8e édition du traité de Kraepelin. Je vous emmène donc en 1911 où Karl Abraham écrit un article, une intervention qui s'appelle « Préliminaire à l'investigation et au traitement psychanalytique de la folie maniaco-dépressive et des états voisins » en 1911. C'est un texte qui est tout à fait intéressant, extrêmement riche, dans lequel il évoque, et il parle donc de la question de la dépression, parce que comme on l'a vu ce matin, ce qui est très compliqué avec la catégorie des troubles de l'humeur, c'est que tout le monde a son humeur qui varie. Tout le monde a ses moments de tristesse, tout le monde a ses moments de joie, tout le monde a ses moments d'exaltation. Et on voit bien que la difficulté du diagnostic de trouble bipolaire, c'est que, voilà, à partir de quand on va indiquer tel ou tel élément de gravité, tel ou tel élément d'inquiétude par rapport à l'avenir du patient, au risque de passage à l'acte suicidaire, par exemple, et de tous ces éléments-là. C'est tout à fait essentiel. Et Karl Abraham nous dit qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été écrites et proposées autour de la dépression chez le névrosé, et il dit, mais pas du côté de la dépression dans la psychose.